Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder votre émission d'information de la mi-journée, le Métronome. Ce 4 juillet 2025, que les États-Unis d'Amérique célèbrent le 249e anniversaire de l'accession de la première puissance mondiale à la souveraineté internationale. C'était le 4 juillet 1776. Les États-Unis d'Amérique qui restent donc la première puissance économique et militaire au monde. Les États-Unis d'Amérique qui mettent en perspective une nouvelle forme de coopération économique et même sécuritaire avec l'Afrique. C'est l'objet principal de cette émission, le métronome de ce jour, 4 juillet 2025. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Jonathan Toutoum Ngom en sa qualité d'universitaire. Jonathan Toutoum Ngom, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour que nous puissions une fois de plus décrypter l'actualité en lien avec cette annonce officielle désormais, l'invitation de Donald Trump à 5 présidents du continent africain afin de participer à une rencontre de haut niveau, une rencontre au sommet au cours de laquelle les questions économiques, commerciales et sécuritaires seront donc abordées entre le président des États-Unis et 5 présidents du continent africain, notamment le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y aura également la présence des présidents du Sénégal, le président de la Mauritanie, du Libéria et de la Guinée-Bissau. Première question que j'ai envie de vous poser. Avant de nous appesantir sur le cas du Gabon, pourquoi est-ce que Donald Trump, pourquoi est-ce que l'administration américaine a eu l'initiative d'organiser ce sommet alors que depuis sa prestation de serment pour son second mandat, Donald Trump semblait être plus préoccupé par des questions d'ordre sécuritaire à l'échelle internationale, notamment cette crise entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi plus proche de nous, la crise entre l'Iran et Israël. Et là, contre toute attente, on voit que le président américain déplace son curseur pour le mettre sur le continent africain. Bien, merci pour l'invitation une fois de plus. Il faut dire que c'est le premier sommet États-Unis-Afrique organisé par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Et comme vous l'avez rappelé, il y a eu l'invitation de 5 chefs d'État africains triés sur le volet, notamment le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, Joseph Boukari du Libéria, et puis Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Mohamed Ould Ghessanaoui de la Mauritanie, et puis Mbalo Sissoko Oumaro de la Guinée-Bissau. Donc voilà les 5 chefs d'État qui ont l'honneur d'être invités à la Maison-Blanche à la suite de cette rencontre de haut niveau organisée par le président américain. Bon, mais ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que dans ce sommet États-Unis-Afrique, il faut surtout y voir le repositionnement de la politique américaine au niveau de l'Afrique, et plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Il y a des raisons, il y a des facteurs diplomatiques et politiques. Il y a des facteurs économiques et commerciaux. Il y a aussi des raisons géopolitiques et stratégiques. Ce sont là, à notre avis, les raisons qui peuvent expliquer l'organisation d'un tel sommet au moment où les États-Unis ont semblé lever le pied par rapport au conflit qui se déroule en Europe entre la Russie et l'Ukraine, parce que les États-Unis ont décidé de fournir moins d'armes à l'Ukraine aujourd'hui. Et puis, surtout, cette guerre des 12 jours que venait de livrer Israël à l'Iran, et cette guerre qui a vu l'intervention des États-Unis pour bombarder 3 sites nucléaires de l'Iran, et contre, disons, avec une surprise inouïe, les États-Unis ont décidé d'organiser ce sommet avec des partenaires internationaux, dont 5 pays africains. Et donc,
à partir de ce moment-là, il faut s'interroger sur les raisons véritables de la prise en considération du continent africain, notamment les 5 pays invités. Donald Trump qui a toujours été considéré comme le président qui accordait moins d'importance au continent africain par ses prises de position antérieures, notamment lorsqu'il était pour la première fois président des États-Unis, avant d'être remplacé par Joe Biden, et puis son retour alors que tout le monde craignait que la même politique de négligence, la même politique de négligence diplomatique vis-à-vis de l'Afrique se manifeste à nouveau. Mais Donald Trump vient de prendre tout le monde à contre-pied, effectivement en organisant ce sommet États-Unis-Afrique, et surtout en invitant 5 pays dont la taille démographique et peut-être l'influence diplomatique n'était pas de mise par rapport à un tel sujet, parce qu'on sait toujours que les États-Unis, quand il s'agit des problèmes africains, au regard du partage des précarés africains, les États-Unis, c'est beaucoup plus les questions qui relèvent de l'Afrique. Justement, est-ce qu'on peut parler de la particularité justement de ces 5 pays? Déjà, il y a 5, dont 4 de l'Afrique de l'Ouest, un seul pays de l'Afrique centrale, c'est le Gabon. Et dans ces 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, on a le Sénégal, qui est un pays francophone. On a le Libéria, qui est un pays anglophone. On a la Mauritanie, qu'on peut considérer comme un pays arabophone. Et on a la Guinée-Bissau, qui est plutôt lusophone, je crois, et le Gabon, qui est un pays francophone, le seul au niveau de l'Afrique centrale. Comment vous analysez? Il y a des particularités quand même, et vous faites bien de poser cette question, parce que lorsqu'on regarde ces 5 pays qui ont été invités par Donald Trump à prendre part à ce sommet, effectivement, comme vous le dites si bien, il y a d'abord 5 pays d'Afrique de l'Ouest. Et de ces 5 pays d'Afrique de l'Ouest, il y a quand même... le Gabon. On peut d'abord parler du Libéria. Le Libéria, c'est des États-Unis en miniature. Vous savez, le Libéria a la particularité d'être l'un des rares États avec l'Éthiopie à n'avoir pas été colonisé. En fait, ce sont des esclaves libérés qui sont venus créer le Libéria. Et d'ailleurs, la capitale du Libéria porte le même nom que notre capitale, sauf que c'est en anglais. C'est Monrovia. Voilà. Donc, je pensais plutôt à Freetown. À Sierra Leone. Le Libéria, c'est les États-Unis en miniature. Ce sont des populations, des esclaves libérés, des populations déportées qui sont venues créer le Libéria. Donc, quand on parle du Libéria, il faut y voir un peu les États-Unis en miniature. Mais ce qui est intéressant à ce niveau, c'est beaucoup plus la question du Sénégal, la question de la Mauritanie, la question de l'invitation de la Guinée-Bissau et du Gabon. La particularité ici, ce sont ce que Donald Trump considère aujourd'hui comme ce qui constitue l'Afrique utile aux yeux de Donald Trump par rapport aux intérêts sécuritaires, économiques et commerciaux des États-Unis. Et puis, l'autre particularité, c'est une nouvelle génération de chefs d'État, pour la plupart élus démocratiquement. Vous avez Bassirou Diomaye Faye, vous avez Brice Clotaire Oligui Nguema, vous avez Umaro Sissoco Embalo, vous avez bien d'autres. Le président de la Mauritanie et le président du Libéria qui a succédé à Mr. George Weah. Donc, de ce point de vue, je pense que cette invitation s'appuie aussi sur le respect des principes démocratiques. Mais quand on vient, on regarde 4 pays d'Afrique de l'Ouest, un seul pays en Afrique centrale, c'est le Gabon. Là aussi, il y a certaines raisons qui peuvent militer en faveur du Gabon. D'abord, sur le plan diplomatique et politique, tout le monde s'accorde à dire que Brice Clotaire Oligui Nguema a réussi la conduite de la transition politique entamée depuis le coup de libération du 30 août 2023. Il y a eu l'organisation des élections présidentielles, des élections incontestées dont les résultats ont été reconnus par tous, notamment les représentations diplomatiques et consulaires. Et d'ailleurs, à ce propos, le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères venait de faire un rapport
intéressant pour le Gabon, ce qui a fait en sorte que les États-Unis lèvent les sanctions qui avaient été prises contre le Gabon à la suite de ce coup d'État, des sanctions formelles. Donc, de ce point de vue, les États-Unis ont reconnu les efforts du Gabon d'avoir conduit une transition, c'est-à-dire les efforts du CTRI dirigé par, à l'époque, Brice Clotaire Oligui Nguema, d'avoir conduit une transition exemplaire. Il y a eu donc l'exemplarité de la transition politique au Gabon, mais aussi, il faut voir sur le plan commercial aussi, le Gabon qui a respecté les engagements vis-à-vis de ses partenaires bilatéraux, multilatéraux durant toute la transition, notamment avec la question du règlement de la dette. Donc tous ces facteurs peuvent militer en faveur du Gabon qui voit là un encouragement de la part de la première puissance mondiale, mais il y a en plus sur le plan géopolitique et géostratégique, vous savez que le Gabon, les États-Unis veulent renforcer sa coopération avec les pays du Sud. On va parler évidemment dans une bonne partie de l'émission de ces aspects de renforcement de la coopération, de la redéfinition de la coopération économique entre les États-Unis et l'Afrique. Pour rester sur ce premier volet, lié plus ou moins aux éléments politiques qui peuvent expliquer l'invite faite à Brice Clotaire Oligui Nguema, et aux 4 autres présidents africains qui vont prendre part, ils sont 5 à ce sommet du 9 au 11 juillet prochain à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Jonathan Tutu Ngom, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une forme de détermination à véritablement inscrire les États-Unis dans une logique de rupture avec l'ordre ancien de la part de Donald Trump? Quand on revient à l'Afrique centrale, on voit quand même qu'il y a des présidents d'une très longue expérience aux affaires. On va penser à Paul Biya du Cameroun, dont on connaît l'âge. On va parler de Denis Sassou Nguesso, dont on connaît l'âge. On va parler de Obiangema Bazogo de la Guinée équatoriale, dont on connaît également l'âge. Est-ce que Donald Trump est nourri par cette envie de rajeunir, de rajeunissement des gouvernements en Afrique? Non. Bon, ben, je pense que ce n'est pas Donald Trump de venir rajeunir la classe politique dirigeante en Afrique, mais je pense qu'il ne peut que l'encourager. Et je vous ai parlé tout à l'heure de cette particularité, c'est-à-dire cette nouvelle génération de chefs d'État. Et il vous souviendra ce qu'avait dit Bill Clinton à l'époque de la guerre du Zaïre, ce qu'on appelait à l'époque le Zaïre, devenu la République démocratique du Congo. Le président Clinton s'était insurgé contre la durée au pouvoir des présidents africains, et il avait une phrase lui est restée célèbre, c'est-à-dire l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes. En fait, les États-Unis s'accommodent mal des pouvoirs perpétuels en cours dans les États africains. Et je pense que ça peut être une sorte d'encouragement politique avec une coopération plus marquée avec la nouvelle génération des chefs d'État africains qui, pour la plupart, ont entre 30 et 50 ans d'âge. Brice Clotaire Oligui Nguema venait à peine de fêter ses 50 années d'existence. Bassirou Diomaye Faye est encore très jeune. Umaru Sissoko Embalo est dans la cinquantaine aussi. Et bien, bref, je pense que la question du renouvellement de l'élite dirigeante en Afrique, ajouté au principe de la démocratie, ce sont là des facteurs qui peuvent motiver le président américain à vouloir coopérer aujourd'hui avec, bien entendu, il y a d'autres facteurs, des facteurs stratégiques, des facteurs économiques et commerciaux, mais aussi des facteurs politiques qui sont déterminés par la vision américaine d'un renouvellement, en fait, d'un renouvellement de la classe politique dirigeante au détriment de ceux qui incarnent les pouvoirs perpétuels en Afrique. Jonathan Tutu Ngom, alors on sait que dès sa prise de pouvoir pour ce qui est de son second mandat à la tête des États-Unis d'Amérique, Donald Trump a donc mené d'importantes réformes. Il a notamment fait certaines coupes quant à l'aide publique accordée par les États-Unis d'Amérique à certaines institutions sur le sol américain, mais également de par le monde. Et Donald Trump estime aujourd'hui qu'il faut aller au-delà de la simple aide au développement, l'aide publique au développement. Il faut la repenser pour mettre véritablement en relief
des partenariats gagnants-gagnants avec le continent africain sur le plan commercial. Oui, mais parce que je pense que là, le président américain est conscient de l'avance que venait de prendre la Chine sur cette affaire de partenariat gagnant-gagnant. Et de ce point de vue, il y a aussi la question des résultats de l'aide au développement. Parce que depuis la période des indépendances, la plupart des pays africains ont coopéré avec les pays occidentaux, les pays orientaux, sur le chapitre de l'aide au développement. Or, lorsqu'on évalue aujourd'hui le développement dans les pays africains, on est à se demander à quoi a servi tout cet argent versé au compte de l'aide au développement des pays africains. Et je pense que le président américain, dont on connaît quand même des positions radicales, a raison de se poser la question de savoir s'il ne faut pas repenser l'aide au développement pour une coopération gagnant-gagnant, c'est-à-dire d'État à État, et non des États qui expriment une certaine mansuétude, dont on exprime une certaine pitié. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut repenser la politique de développement. Mais en même temps, je pense que Donald Trump prend toujours l'opinion internationale à contre-pied. Lui, qui vient de faire adopter des réformes économiques et fiscales très drastiques, notamment avec le relèvement des taxes, des tarifs douaniers vis-à-vis de certains pays, surtout des importations, des exportations des États européens, essaye, je pense, d'avoir une certaine souplesse vis-à-vis des pays africains. En même temps, il a tapé du poing sur la table par rapport aux conditions sécuritaires, avec l'interdiction de certains pays, des ressortissants de certains pays, d'aller vers les États-Unis. Malheureusement, le Gabon en faisait partie, et nous pensons bien que le président Brice Clotaire Oligui Nguema pourrait discuter de cette question avec Donald Trump lors de sa visite aux États-Unis à partir de lundi prochain, pour que finalement les Gabonais qui n'ont pas très grande chose à se reprocher par rapport aux questions de terrorisme puissent avoir encore la possibilité d'aller aux États-Unis sans trop de contraintes. Donc je pense que lorsqu'il prend cette décision de revoir la question de l'aide au développement, nous ne pouvons que donner raison au président américain, parce que même les Africains eux-mêmes doivent faire une évaluation de ce qu'a représenté aujourd'hui l'aide au développement des pays africains pour que finalement nous aboutissions à un constat d'échec. Et s'il y a un constat d'échec, il faut donc revoir la question de l'aide au développement. Jonathan Totum-Ngom, est-ce que ça veut dire que le président américain Donald Trump a pris la mesure de la chose? Et d'ailleurs, l'administration Trump a-t-elle pris la mesure de la chose par rapport à cette, on ne va pas dire perte d'influence des États-Unis d'Amérique sur le continent africain, mais on sait évidemment que l'Afrique représente aujourd'hui un véritable enjeu à l'échelle internationale par rapport à ces formidables opportunités qu'offre le continent africain en termes de croissance, en termes de démographie, aussi en termes de richesse. La Chine est présente sur le continent africain, la France, la Russie aujourd'hui, la Turquie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont décidé de remettre la balle au centre et de venir bousculer les codes, essayer de reprendre la main sur ses principaux concurrents sur le continent africain? Non, mais ce n'est pas à nous de le dire. Nous ne pouvons qu'analyser le positionnement des États-Unis. Mais vous avez dit quelque chose en début d'émission, c'est que les États-Unis fêtent aujourd'hui le 249e anniversaire de son accession à l'indépendance après la guerre de l'indépendance qu'il a opposée à la puissance coloniale, la Grande-Bretagne. Donc il y a un facteur commun entre les États-Unis et les pays africains, c'est d'avoir été des anciennes colonies. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'à un moment donné, les Américains ont toujours une pensée de l'ordre colonial, ont toujours une pensée de ce qu'ils étaient avant 1776. Et donc, de ce point de vue, ce facteur lie un peu les États-Unis aux pays africains. Mais en plus, il y a une forte communauté noire aux États-Unis, partie pour la politique de l'esclavage, partie pour la traite négrière. Et là aussi, c'est un autre facteur qui peut, à un moment donné, rappeler la conscience
des États-Unis. Maintenant, il ne faut pas oublier les enjeux de l'heure. Les enjeux de l'heure, ce sont des enjeux géopolitiques et géostratégiques que vous venez d'évoquer. Notamment, on va y arriver. Quand vous évoquez la Chine oui. et vous évoquez la Russie, ce qui peut causer une certaine frilosité au niveau du gouvernement américain, c'est de constater la ruée de la Chine au niveau des pays africains. C'est constater l'implantation de la Russie, toute chose qui fait craindre pour les intérêts occidentaux, notamment pour les intérêts africains. Mais en plus, les États-Unis qui ont une certaine mésentente aujourd'hui depuis le retour de Donald Trump, notamment sur la question sécuritaire que les États-Unis assuraient à d'autres pays de l'OTAN. On va aborder ce point sur la sécurité en seconde partie de l'émission. D'accord. Expliquer la position des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique aujourd'hui avec la revisitation de sa politique de coopération. On reste sur le volet dit de la diplomatie commerciale. C'est ce que souhaite désormais mettre en avant Donald Trump en ce qui concerne ses relations avec le continent africain, favoriser une diplomatie commerciale. Et il y a un haut responsable de l'administration américaine qui a détaillé donc cette doctrine, puisqu'il s'agit du secrétaire d'État Marco Rubio, qui estime que cette nouvelle politique impulsée par Donald Trump pour ce qui est du continent africain repose sur une conditionnalité économique. Les ambassades américaines sur le continent africain devront désormais démontrer leur efficacité en concluant des accords concrets. Le mot d'ordre, donc, c'est de passer de la charité à la viabilité. Je le disais tout à l'heure, c'est qu'il faudrait que les pays africains arrêtent, abandonnent la politique de la charité, politique de la main tendue, la politique de la mange, qui est, je le dis crûment comme ça, mais il n'y a pas d'autre forme d'expression que celle de l'aide au développement. L'aide au développement a transformé les pays africains en pays, si vous voulez, en pays mendiants. Je m'excuse de le dire ainsi, mais lorsqu'on regarde le fond, et c'est ce que dit le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, qui incite les représentations diplomatiques et consulaires américaines de signer des vrais accords de coopération avec les pays africains. Et c'est ce qui est encourageant de ce point de vue sur le repositionnement de la politique américaine au niveau des États africains. Cette question de coopération gagnant-gagnant rejoint donc celle pratiquée par la Chine sur le plan commercial, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la Chine construit des routes, construit des stades, des infrastructures au niveau des pays africains en échange avec, par exemple, des matières premières. Et donc, de ce point de vue, nous pensons que les États-Unis ne veulent pas rester en marge de cette avance chinoise, parce que la Chine est moins regardante par rapport aux questions des droits de l'homme. Cela ne veut pas dire que nous encourageons la violation des droits de l'homme en Afrique, mais la Chine est moins regardante là-dessus en estimant que les pays africains ont un système judiciaire qui doit pouvoir veiller sur la question du respect des droits de l'homme et que la Chine met en avant la question de la coopération économique et commerciale, devenant donc le premier partenaire commercial par rapport à certains pays africains. Donc, les États-Unis ne veulent pas rester en marge de cela, et surtout avec l'embrouille qu'il y a entre les États occidentaux, la Grande-Bretagne, l'Union européenne en général et les États-Unis, à cause de cette histoire des tarifs douaniers, eh bien les États-Unis cherchent d'autres points d'achoppement, cherchent d'autres points alternatifs pour la question d'approvisionnement en matière première. On va justement parler de ces ressources critiques aujourd'hui. Ces matières premières. Jonathan Toutoumgom, pour rester sur le volet lié à cette diplomatie commerciale, à cette nouvelle coopération multilatérale voulue par Donald Trump en ce qui concerne sa relation de coopération avec le continent africain, puisque ça a été circonscrit à certaines matières premières clairement identifiées par l'administration Bush. On parle donc du lithium, du cobalt et des terres rares dont regorge l'Afrique. Oui, voilà.
Et un autre élément prouve ce repositionnement de la politique américaine par rapport à cette coopération sud-sud, notamment au niveau des matières premières. Vous savez qu'aucune exploitation des matières premières ne peut se faire dans un contexte chrysogène, par exemple. C'est dans ce sens que les États-Unis se sont déployés pour la signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, la RDC, qui est considérée comme un scandale géologique et qui dispose donc de ces matières premières que vous venez de citer, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les matières premières critiques. Et de ce point de vue, ayant donc milité en faveur de la signature de cet accord de paix entre d'un côté le gouvernement rwandais dirigé par Paul Kagame et le gouvernement congolais dirigé par Félix Tshisekedi, et je pense que c'est cette influence de la coopération américaine qui va jusqu'à l'organisation de ce sommet et surtout l'invitation des 5 pays que seul Donald Trump a cru bon de convier et pour des raisons qui lui sont propres. Mais toujours est-il que cela va dans le sens du renforcement de la coopération commerciale avec des pays africains, dans le sens de la coopération entre le Nord et le Sud, matérialisée donc par l'organisation de ce sommet entre les États-Unis et les pays africains. Et de ce point de vue, il faudrait que ce soit les pays africains qui tirent meilleur parti de cette nouvelle coopération. Qu'est-ce que ça peut représenter pour le Gabon? Le Gabon qui est entré dans cette 5e république, Brice Clotaire Oligui Nguema qui est en train d'inaugurer seulement son premier, enfin ce septennat-là, puisqu'il a été élu le 12 avril dernier, qu'il a prêté serment le 3 mai 2025. Qu'est-ce que cette rencontre, ce sommet peut représenter pour le Gabon en termes de développement? Avant les questions de développement, il y a d'abord, c'est le général de Gaulle qui disait que tout État se gouverne avec des symboles. Je pense que la symbolique est forte pour Brice Clotaire Oligui Nguema en ce qu'il vient de franchir là un cap important au niveau de sa diplomatie. Être invité par le président américain à la Maison-Blanche au cours d'un sommet de haut niveau, c'est sur le plan diplomatique, je pense, un très bon signe. Surtout que c'est sélectif. Voilà, surtout que c'est sélectif. On l'a dit, c'est le seul pays d'Afrique centrale qui a été invité. C'est le seul président d'Afrique centrale qui a été invité à ce sommet. Sur le plan diplomatique, c'est déjà une symbolique très, très importante. Maintenant, au niveau du développement économique, je pense que le Gabon entre là en plein pied dans le sens de la diversification des partenaires économiques, surtout dans le sens de capter l'attention des États-Unis d'Amérique. Parce que vous savez qu'en droit international, il n'y a pas de petit État. Le Gabon a beau être petit par sa taille, peut-être superficielle et par sa taille démographique, mais il n'en demeure pas moins que le Gabon bénéficie d'un positionnement stratégique important au niveau de l'Afrique centrale et au niveau notamment des routes maritimes qui vont vers les États-Unis. Or, il y a que la Chine est bien positionnée aujourd'hui au niveau de certains pays africains. Il y a la Russie qui est en Centrafrique, même si on parle aujourd'hui du départ de Wagner, mais remplacé par un autre groupe, mais c'est toujours la Russie. Et la Turquie. Et la Turquie aujourd'hui. Donc c'est des puissances nouvelles, c'est des puissances émergentes qui aujourd'hui prennent pied au niveau de l'Afrique, et les États-Unis qui constituent quand même une des puissances classiques avec les pays de l'Union européenne, la France, l'Allemagne et dans une moindre mesure l'ancienne puissance coloniale britannique. Et je pense que cette vision-là, les Américains ont conscience de ce que l'Afrique est devenu un nouveau terrain de jeu diplomatique, économique et commercial à cause de la démographie très jeune de l'Afrique, qui constitue le principal marché futur à cause de la croissance démographique, mais aussi à cause du sous-sol et du sol riche de l'Afrique, notamment la question
la question de la protection forestière, liée à la question elle-même du développement durable. Les États-Unis sont d'ailleurs très regardants là-dessus, même si ils ont mal à partir avec des décisions prises par les différentes COP qui ont été organisées dans le sens de la préservation de l'environnement. Mais aussi, il y a surtout la question d'approvisionnement en matière d'hydrocarbures et surtout en matière des minerais critiques. Donc, de ce point de vue, les États-Unis n'ont pas une autre solution que de diversifier les partenaires. Et je pense que l'Afrique, qui est toujours restée en marge, la Russie n'étant plus la Russie qui renferme du gaz, du pétrole, n'étant plus très sûre, il faut pour les États-Unis des zones d'approvisionnement alternatives pour pouvoir faire fonctionner le grand complexe industrialo-militaire américain. Et donc, de ce point de vue, la question de la sécurisation des mines critiques, des minerais critiques au niveau de l'Afrique peut justifier donc ce repositionnement géostratégique de la politique américaine. Alors, on a parlé de ce que ce partenariat-là entre les États-Unis d'Amérique et les pays africains peut apporter à l'Afrique, notamment au Gabon en termes d'opportunités. Le Gabon qui, évidemment, a également un sol et un sous-sol très riche en matière de minerais. Est-ce que c'est une bonne opportunité dans la perspective de ces réformes initiées par Brice Clotaire Oligui Nguema, l'annonce faite lors du Conseil des ministres du 20 mai dernier, interdisant dans 3 ans, je pense, l'exportation du manganèse pour favoriser une transformation locale. Par exemple, puisqu'on a vu que Eramet, le géant français, a réagi par rapport à ces décisions prises par le gouvernement gabonais. Donc, dans l'optique de la diversification des partenariats dont vous avez parlé tout à l'heure, Jonathan Tutumgam, c'est des opportunités à saisir aussi? Je pense que c'est de très grandes opportunités à saisir par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, dans la mesure où on ne sait pas dans quel sens devra s'orienter la coopération avec le groupe Eramet au niveau de la production du manganèse. Le gouvernement gabonais, vous venez de le rappeler, a pris la mesure d'interdire l'exportation du manganèse pour une transformation domestique, une transformation locale. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faut un apport technologique important. À défaut d'obtenir la technologie nécessaire de la part des Eramet, de la part de la France, il faut au Gabon une recherche, enfin une multiplication des partenaires technologiques pour pouvoir asseoir un complexe industriel dans le sens de la transformation ou bien la première transformation locale de ces matières premières. Et je pense que c'est donc une très grande opportunité et le Gabon peut solliciter l'expertise américaine en la matière pour que se matérialise cette politique de transformation des matières premières au niveau du Gabon, notamment le manganèse. C'est tout à l'actif du président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, de pouvoir diversifier des partenaires économiques, des partenaires technologiques aujourd'hui, pour faire en sorte qu'il y ait une forme d'industrie de substitution, c'est-à-dire tout en ayant la technologie étrangère, que les Gabonais s'initient aussi à l'utilisation de cette technologie pour à un moment donné, pour être un jour autonome, pour pouvoir donc animer le fonctionnement du tissu industriel dont veut doter le Gabon le président de la République. Un tissu industriel qui repose aujourd'hui encore sur l'exploitation de ces minerais en ce qui concerne le Gabon. La richesse justement du sous-sol gabonais, ce marché peut représenter de véritables opportunités pour les États-Unis d'Amérique. Oui, absolument, parce que vous savez que les Américains, disposant aussi de plusieurs matières premières, mais pratiquent une politique basée sur la réserve des richesses intérieures en commençant ou bien en privilégiant l'importation. C'est ce qui est le cas pour les hydrocarbures.
une certaine opinion, on peut penser que les États-Unis ne disposent pas du pétrole, ce qui est tout à fait faux. Les États-Unis disposent de plusieurs réserves d'hydrocarbures, mais les États-Unis font une politique de préservation de leurs ressources pour pratiquer la politique d'importation. Mais en même temps, ça peut être l'occasion pour le Gabon aussi de bénéficier non seulement de la technologie américaine, mais aussi de bénéficier du fait que les États-Unis deviennent un client sérieux pour l'exploitation des matières premières, mais surtout faire en sorte que cette exploitation connaisse un véritable essor industriel à partir de la transformation sur place, une première transformation pour apporter une plus-value au niveau de l'économie gabonaise et au niveau, par exemple, de la création des emplois. Or, ce qui se faisait jusque-là, c'est que depuis des années post-indépendance jusqu'à aujourd'hui, l'uranium a été exploité par Comuf, le manganèse a été exporté depuis par Comilog, filiale des Ramet, et on peut chercher, en dehors de la fiscalité, en dehors des impôts que payent ces sociétés, on peut chercher véritablement quels sont les souvenirs laissés par ces sociétés-là à l'exploitation de ces richesses. Je vous prends par exemple le cas d'exploitation forestière. Rouget Gabon, qui était implanté dans le département de l'Okano depuis 1957, vous ne pouvez pas trouver un souvenir. Et c'est un souvenir laissé par Rouget Gabon au niveau du Gabon, au niveau de Minzik par exemple. Et je pense que c'est là aussi une décision à encourager lorsque le Conseil des ministres a demandé à chaque grande entreprise d'avoir un siège social à Libreville. C'est la matérialisation de l'exploitation de nos richesses. Vous savez, quand vous allez en Afrique du Sud, à Johannesburg, les Sud-Africains vous disent de ce trou est sorti Johannesburg. On vous montre les trous de l'exploitation de l'or. Et on vous dit de ce trou est sorti Johannesburg. Mais qu'est-ce que nous pouvons prouver aujourd'hui, par exemple, à Port-Gentil, de l'exploitation pétrolière, au niveau de la Nyanga et de l'Angouni avec la Bikunga? Rien. Qu'est-ce que nous pouvons démontrer aujourd'hui avec l'exploitation du manganèse, de l'uranium, en dehors peut-être à Mounana, en dehors des 4 maladies que nous avons aujourd'hui? Et je pense que c'est une nouvelle orientation de la part du président de la République de faire en sorte que les matières premières qui sortent du sol gabonais impactent sérieusement dans la vie des populations et dans la modernisation du pays par la construction des infrastructures qui pourraient être démontrées comme étant des souvenirs de l'exploitation qui a été celle des matières premières du Gabon. Alors, Jonathan Toutoum, comme d'autres collaborations sont attendues évidemment pour l'avenir en ce qui concerne le repositionnement de la politique économique des États-Unis d'Amérique sur le continent, notamment en ce qui concerne les infrastructures numériques. Tout à l'heure, on va en parler. Il y a eu la signature ou la participation américaine dans un projet hydroélectrique entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et là, on revient justement sur cet accord signé entre les présidents ou entre le Rwanda et la République démocratique du Congo pour qu'il y ait un cessez-le-feu au niveau de la zone est de la République démocratique du Congo. On est donc là entré dans le volet consacré à la sécurité, puisque lors de ce sommet qui aura lieu du 9 au 11 juillet prochain à Washington, qui va réunir Donald Trump et les 5 présidents africains, dont Brice Clotaire Oligui également, on va également parler de sécurité, l'enjeu sécuritaire aujourd'hui sur le continent africain. Qu'est-ce que ça peut représenter pour les États-Unis d'Amérique? Je vous l'ai dit sur le plan sécuritaire. Vous savez le drame qu'a causé la mort de Kadhafi, Muammar Kadhafi, le président libyen, qui constituait le digue principal de l'immigration entre l'Afrique et le sud de l'Europe. Eh bien, ce digue a sauté avec l'assassinat de Muammar Kadhafi par l'OTAN et via les rebelles libyens. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un désordre sur le plan de la circulation des armes et les groupes terroristes djihadistes ont trouvé une base arrière au niveau de la bande sahélo-sahélienne.
s'implanter au niveau de la bande sahélo-sahélienne, ce n'était pas par gaieté de cœur, mais tout simplement parce que l'Afrique offre des conditions de sécurité très relâchées et c'est ce qui a permis donc à ces djihadistes, à ces terroristes de s'implanter en Afrique au niveau de cette région. Mais l'objectif est lequel? L'objectif, c'est de s'attaquer aux intérêts occidentaux, notamment aux intérêts américains. Et je pense, lorsque vous regardez le contournement de l'Afrique, vous savez que la plupart des richesses, notamment en termes d'hydrocarbures, partent de la zone du Moyen-Orient pour contourner l'Afrique et prendre la direction de l'Amérique du Nord et de l'Union européenne. C'est plus facile entre l'océan Indien, on passe par le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud et on remonte l'océan Atlantique pour arriver au niveau du marché américain, l'Amérique du Nord, le Canada, le Mexique et les États-Unis surtout, et puis l'Union européenne. Or, contourner toute la planète Terre au niveau de l'Est, c'est-à-dire l'Asie-Pacifique pour la terre des États-Unis, c'est long, ça présente des conditions de sécurité très relâchées et c'est coûteux pour les armateurs, pour des bateaux, pour des navires commerciaux. Donc les États-Unis sont conscients de tous ces enjeux et font en sorte qu'il y ait une sécurisation, non seulement des routes maritimes à partir du détroit d'Ormuz, comme on a dit, contrôlé par l'Iran et la République d'Oman, et puis qu'il y ait une pacification de ces voies. Mais surtout, sur le plan commercial, l'Afrique dispose des matières premières qui peuvent aider le complexe industrialo-militaire des États-Unis. Et donc, de ce point de vue, les États-Unis, c'est celui qui a des intérêts qui doit sécuriser ses intérêts. Et donc, de ce point de vue, je pense que la question de la sécurité est de mise pour la politique américaine au niveau de l'Afrique, non seulement pour les matières premières, mais aussi pour la sécurité de ses intérêts, parce que les groupes terroristes visent d'abord les intérêts occidentaux. Et voilà ce qui fait en sorte... Et maintenant, sur le plan commercial, il y a une concurrence rude entre non seulement les BRICS, vous avez aujourd'hui en Afrique, notamment l'Inde, le Brésil, vous avez la Chine, vous avez la Russie. Et les États-Unis voient en cela un danger qui guette non seulement ses intérêts, mais aussi qui guette ses activités commerciales. Et donc, de ce point de vue, il faut que les Américains viennent donc sécuriser leurs intérêts à partir des confins d'Afrique pour que les États-Unis soient libres sur le plan commercial et sur le plan sécuritaire. Alors, il y a un constat à partir de l'argumentaire qui est le vôtre en ce qui concerne justement ces voies commerciales ou ces routes commerciales par voie maritime, c'est que les 5 pays dont on parle, qui seront présents du 9 au 11 juillet prochain à Washington pour ce sommet à caractère économique et sécuritaire, ont tous une façade maritime. Est-ce un hasard? Non, mais vous voyez bien les 5 pays qui ont été invités, ce sont pour la plupart des pays du Golfe de Guinée. Qui ont chacun une façade maritime. Voilà, quand on parle des pays du Golfe de Guinée, ce sont là des pays qui ont une façade maritime, que ce soit le Gabon, la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Mauritanie, le Libéria. Le Libéria, ce sont des pays qui ont une façade maritime. Et donc, de ce point de vue, je pense que la plupart des pays d'Afrique francophone, que ce soit des pays d'Afrique de l'Ouest ou des pays d'Afrique du Centre qui ont une façade maritime, sont contrôlés par Bolloré. Les ports, la plupart des ports commerciaux sont contrôlés par Bolloré, donc contrôlés par la France. Et il vous souviendra qu'on parlait beaucoup plus de l'implantation de la Chine au niveau de Port-Gentil, où la Chine voulait mettre une base. Le président Brice Clotaire Oligui a effectué une visite en Chine où la Chine a fait plusieurs offres. Mais les États-Unis prennent peur et donc voudraient aussi faire en sorte qu'il y ait un regard au niveau de la circulation maritime, notamment au niveau de la côte ouest africaine, l'océan Atlantique, qui est une voie directe vers les grandes villes de l'Est des États-Unis et de l'Ouest de l'Europe, à partir de la France, de l'Allemagne. Donc, vous voyez que tous ces 5 pays qui ont été invités là, ce sont des pays qui font partie de ce qu'on appelle le Golfe de Guinée géographique, notamment à partir de la Côte d'Ivoire jusqu'en Namibie, en Afrique du Sud. C'est tout ce long qui est considéré comme le Golfe de Guinée géographique. Et donc, il y a un pays
du Golfe de Guinée institutionnel, le Gabon, qui fait partie des 8 pays de la Commission du Golfe de Guinée. Et il y a l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, l'ensemble des pays de la CEDEAO, dont font partie le Libéria, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Mauritanie, qui ont été invités par les États-Unis. Donc il y a déjà l'aspect de la sécurisation des voies maritimes à partir de cela, parce que ce n'est pas un hasard que de ces 5 pays, tous sont des pays côtiers. Et puis, il y a évidemment la question liée à la cybersécurité qui sera également au cœur de ce sommet entre Donald Trump et les 5 présidents africains invités à prendre part à cette rencontre, on a dit, du 9 au 11 juillet prochain. La cybersécurité est un enjeu planétaire aujourd'hui. On est entré dans l'ère de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle va avec le développement des outils informatiques. La guerre conventionnelle qui opposait 2 armées face à face tend à disparaître aujourd'hui. Vous avez l'exemple de la guerre des 12 jours qui vient de se dérouler entre l'Israël et l'Iran, où il n'y a eu aucun soldat à même le sol. Tout s'est passé par drone. Et la fabrication et le fonctionnement des drones aujourd'hui, c'est de l'intelligence artificielle, c'est l'outil informatique. Et donc, à partir de ce moment-là, la question de la cybersécurité est devenue un enjeu majeur si on veut contrôler la sécurité dans son propre territoire et la sécurité des intérêts au niveau du monde entier. Et donc, de ce point de vue, je pense que les 5 pays africains, dont le Gabon et les États-Unis, devraient pouvoir discuter sur la question de la sécurité cybernétique, si vous voulez, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'attaques de drones qui puissent être utilisés pour attaquer, par exemple, des plateformes pétrolières, pour attaquer, par exemple, des navires commerciaux américains, occidentaux, qui circulent dans l'espace maritime de l'océan Atlantique. Et la cybersécurité, évidemment, ce sont certains fléaux auxquels il faut davantage s'attaquer. C'est la drogue. Certains pays africains, notamment l'Afrique de l'Ouest, sont des véritables plaques tournantes de la drogue. Parce que, dans le monde, oui. Oui, l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays du Golfe de Guinée, sont face à l'Amérique du Sud, la principale épicentre de la production de la drogue, qui part des pays de l'Amérique du Sud pour venir faire escale au niveau des pays du Golfe de Guinée, avant de prendre la direction des grands marchés de consommation que sont encore malheureusement l'Amérique du Nord, dont les États-Unis, le Canada, et puis l'Union européenne. Et donc l'Afrique est considérée comme une des étapes du nouveau commerce triangulaire des stupéfiants. Vous avez l'Asie du Sud-Est, vous avez l'Amérique du Sud et vous avez l'Afrique avant l'acheminement de ces stupéfiants vers des pays de grande consommation que sont l'Union européenne et les pays de l'Amérique du Nord, ce qu'on a appelé la triade, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne, et puis au niveau du Sud-Est, l'Australie. Bon, l'Australie est un tout petit peu épargnée. Or, aujourd'hui, la consommation de la drogue, la production de la drogue, c'est l'Asie du Sud-Est et surtout l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Mais avec comme point d'escale principal, des pays, des pays du Golfe de Guinée en Afrique. Et ce nouveau commerce triangulaire est de nature à créer la confusion dans la lutte contre les stupéfiants pour le gouvernement américain et le gouvernement de l'Union européenne. Et à partir de ce moment-là, je pense que la question du développement de la cybersécurité peut être de nature à aider dans la lutte contre le transport et le stockage des stupéfiants au niveau des pays du Golfe de Guinée. Et renforcer évidemment tous les mécanismes qui sont déployés depuis plusieurs décennies maintenant par l'administration américaine en ce qui concerne le blanchiment d'argent. Oui, mais le blanchiment des capitaux fait partie de ce qu'on appelle l'économie criminelle, l'économie parallèle. Qui dit blanchiment de capitaux dit activité illicite, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic en tout genre. Et donc, de ce point de vue, je pense que ces différents trafics sont de nature à saper les efforts
de redressement économique, les efforts de moralisation de la vie économique de la part des gouvernements européens et américains. Et à partir de ce moment-là, il faut faire en sorte que les pays africains soient à la hauteur de cette lutte contre les trafics de tout genre, notamment la question de l'économie criminelle, la question de l'économie parallèle, drogue, stupéfiants, même trafic d'êtres humains. Jonathan Toutoum Ngom, on s'achemine tout doucement vers la fin de cet entretien. On retient qu'on est le 4 juillet 2025 et que les États-Unis d'Amérique célèbrent donc leur 249e anniversaire. Donald Trump souhaite désormais établir un nouveau partenariat économique avec les présidents africains. Il y a donc cette rencontre du 9 au 11 juillet prochain à laquelle vont prendre part 5 présidents africain, dont Brice Clotaire Oligui Nguema, le président du Gabon. En guise de conclusion, qu'est-ce que cette première rencontre de haut niveau voulue par Donald Trump pour établir ce nouveau partenariat économique entre les États-Unis et l'Afrique représente en termes d'opportunités pour le Gabon? Oui, mais pour conclure, je puis dire que les Gabonais devraient être fiers de cette rencontre, mais beaucoup plus devraient s'attendre à des résultats probants. Nous aimerions qu'au retour du président du Gabon, le retour du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'il y ait l'ouverture de ce portefeuille diplomatique avec des accords de coopération par rapport à l'économie nationale. Nous aimerions avoir des industriels américains qui viennent investir au Gabon, surtout que le risque pays a sérieusement diminué au niveau du Gabon et que, à nouveau, les investisseurs, notamment les investisseurs américains, devraient faire confiance au Gabon par rapport à ses matières premières, par rapport à ses opportunités, pour faire en sorte que finalement, qu'il y ait la création des emplois, qu'il y ait des industries qui s'installent, création d'emplois et puis renflouement des caisses de l'État. C'est tout ce que les Gabonais attendent du nouveau président qu'ils ont élu à hauteur de 94,85% des suffrages. Donc, toute la confiance des Gabonais est placée sur les épaules de Brice Clotaire Oligui Nguema, dont peut-être le mandat a démarré avec pas mal de difficultés, la question Bagné, la question du départ du couple Bongo, la question des déguerpis de Plein-Oriti, mais c'est une lueur d'espoir avec cette rencontre de haut niveau que Brice Clotaire Oligui Nguema va aussi inaugurer en termes d'actifs pour le démarrage de son mandat. Et les Gabonais s'attendent à ce qu'il y ait des annonces phares par rapport à ce sommet de haut niveau auquel prendra part notre président de la République. Merci Jonathan Toutoum Ngom d'être passé sur le plateau de l'émission Le Métronome afin que nous puissions décrypter cette actualité en lien avec ce sommet qui sera organisé du 9 au 11 juillet prochain aux États-Unis d'Amérique. Un sommet qui a donc pour principal objectif de redéfinir donc la coopération économique et commerciale entre les États-Unis d'Amérique et le continent africain. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.